Dans l'actualité des idées ce midi, la Russie n'est pas Poutine, mais connaît-on vraiment la Russie et surtout les Russes aujourd'hui? Peut-on parler d'une société russe face à la guerre, face à ce président qui réécrit l'histoire, face à la répression chaque jour plus féroce, face à la désinformation, face aux sanctions qui pèsent et vont peser? Bonjour Anne Le Huérou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie contemporaine. Vous avez notamment beaucoup écrit sur les répercussions de la guerre de Tchétchénie sur la population russe. Vous êtes co-auteur notamment de l'ouvrage Culture militaire et patriotisme dans la Russie d'aujourd'hui, paru aux éditions Karthala en 2008, et vous travaillez plus largement sur les transformations de la société russe post-soviétique. Je disais tout à l'heure à midi pour vous annoncer, Anne Le Huérou, que sait-on de ce que c'est la société russe sur la guerre en cours? Hier, un tribunal de Moscou a officiellement interdit Facebook et Instagram en Russie, estimant que ces réseaux sociaux menaient des activités extrémistes. Il y a des menaces aussi sur YouTube et sur Google et son service vidéo. Il y a cette expression de rideau de fer numérique qu'on lit beaucoup ces jours-ci. Est-ce que vous pourriez la reprendre et qu'est-ce que cela signifie pour les Russes? Alors en tout cas, il est certain qu'il y a une tentative par les autorités russes de construire, de bâtir ce rideau de fer numérique, puisque c'est par les réseaux sociaux, par Internet et ces informations que effectivement les Russes aujourd'hui peuvent recevoir pourraient recevoir une information différente de celle qui est véhiculée par les journaux télévisés et les grands journaux, pour lesquels là on est dans une véritable opération de propagande de guerre. Alors les médias étaient déjà fort verrouillés depuis longtemps, mais il y avait cette possibilité d'un accès à effectivement ces médias différents qui pouvaient émettre depuis l'étranger, comme Medusa par exemple, ou bien uniquement sur Internet, comme la chaîne de télévision Dost, qui ont été interdites ou qui ont cessé d'elles-mêmes d'émettre dès les premiers jours de la guerre. Il y a même des journaux qui continuaient à apparaître, comme celui du prix Nobel de la paix, Novaya Gazeta, qui, au bout de quelques jours et en vertu de la loi qui peut punir jusqu'à 15 ans d'emprisonnement, toute diffusion de fameuses fausses nouvelles sur les actions de l'armée russe, a décidé de supprimer tous les contenus concernant la guerre, tout en évidemment continuant, comme je dirais au plus beau jour de la période soviétique, d'informer en quelque sorte en creux, en disant qu'elle continuerait à, par exemple, traiter des questions économiques et sociales et donc des conséquences de la guerre. Donc voilà, c'est le maximum, je dirais, que ces médias peuvent avoir. Ceci étant, le rideau de fer numérique, il est encore contournable, parce qu'en tout cas, on voit que notamment avec Telegram, qui est quand même beaucoup utilisé par les Russes aujourd'hui. Voilà, une messagerie cryptée qui est à la fois une messagerie individuelle, je dirais, comme WhatsApp ou Signal, mais aussi des chaînes d'information donc, qui sont reprises. Et là, on voit très clairement qu'il y a quand même beaucoup de chaînes russes, beaucoup de personnalités russes aussi, qui tiennent des canaux Telegram pour informer la population de Russie en reprenant les informations qui viennent en russe depuis les chaînes ukrainiennes et depuis l'information ukrainienne. Les Ukrainiens publiant eux-mêmes beaucoup en russe à destination de la population russe, justement. Il y a donc, vous l'avez rappelé, les autorités qui ont introduit début mars de nouvelles infractions pénales, donc pour diffusion d'informations discréditant l'armée russe ou pour diffusion d'informations mensongères sur les troupes russes. Les peines peuvent aller effectivement jusqu'à 15 ans de prison. Là, on a à l'instant une dépêche AFP qui nous dit la Russie adopte de lourdes peines réprimant les informations mensongères sur son action à l'étranger. Donc on voit peut-être encore un palier supplémentaire. Il y a 8 jours, la journaliste Marina Ovsianikova est intervenue sur le plateau de la chaîne numéro 1 en plein JT avec une pancarte anti-guerre. Elle avait auparavant enregistré ce message vidéo. Ce qui se passe en Ukraine est un crime et la Russie est l'agresseur. La responsabilité de cette agression repose sur une seule personne, Vladimir Poutine. J'ai malheureusement travaillé pour la chaîne numéro 1 ces dernières années. J'ai travaillé à la propagande du Kremlin et maintenant j'ai honte d'avoir permis que des mensonges soient dits sur les écrans de télé. Nous sommes le peuple russe, nous sommes intelligents et réfléchis. C'est dans notre pouvoir de faire stopper cette folie. Sortez dans les rues, n'ayez pas peur. Ils ne pourront pas tous nous arrêter. Cette journaliste a été arrêtée, puis libérée, condamnée pour l'heure à une amende de 250 €, mais l'affaire n'est sans doute pas terminée. Anne Le Huérou, l'image de cette journaliste avec sa pancarte contre la guerre à la télé a fait le tour du monde. On a évidemment salué son courage, mais sait-on mesurer l'écho
que cet événement a eu en Russie? Non, je pense que c'est assez difficile de mesurer l'écho réel que ça a pu avoir en Russie, dans la mesure où la population russe, l'opinion russe a depuis longtemps une forme de méfiance vis-à-vis de l'information et des médias en particulier, qui fait que finalement tout est objet de discussion, tout est objet de soupçon, tout fait n'est pas est toujours discuté, et même quand il s'agit de la première chaîne. Alors bien sûr, le geste de cette journaliste est d'abord très courageux, parce que elle a été condamnée à une infraction administrative, à une simple amende, elle est ressortie libre, mais l'affaire pénale ne fait que commencer. Voilà, et l'affaire pénale, elle peut aller, c'est justement tout à fait typiquement ces fameuses 15 ans de prison qui sont prévus par la loi du 4 mars. Maintenant, effectivement, ce qu'elle a fait, c'est rompre le mur du silence dans l'équivalent du journal de TF1. Donc évidemment, ça, c'est vraiment effectivement assez fort. Ça a été abondamment commenté dans le monde entier, mais je ne suis pas sûre que ça a été si abondamment commenté en Russie. Et c'est ça, évidemment, la grande question. Et aujourd'hui, en même temps, alors c'était le titre d'ailleurs le propos d'un article du correspondant du Monde, Benoît Vitkine, il y a quelques jours. Hein, qu'est-ce que les Russes veulent vraiment savoir de cette guerre? Et ça me rappelle d'ailleurs un bulletin d'information à l'époque quasiment renéoté en 1994-95 qui s'appelait Ne pas voir, ne pas entendre et ne pas comprendre, qui était fait par quelques défenseurs des droits de l'homme à propos de la première guerre de Tchétchénie, et qui reprenait les 3 petits singes qui se masquent les oreilles, les yeux, etc. Et donc quelque part il y a cette dynamique-là de longue durée, je dirais, elle est aussi à interroger. Effectivement, je voulais précisément vous citer cet article du correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkine. La question, c'est ce que les Russes peuvent savoir, aussi ce qu'ils veulent savoir. Et Marie-Pierre Véraud, de la rédaction internationale de Radio France, de retour de Moscou il y a quelques jours, a évoqué aussi cette question dans le podcast Guerre en Ukraine, proposé chaque jour par Grégory Phillips. C'est un petit peu curieux, on a le sentiment d'être dans une réalité parallèle, où la vie continue, les transports fonctionnent, les gens vont au travail, discutent, vont au café, comme si il ne se passait pas des horreurs juste à leur porte, puisque l'Ukraine est à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Et j'ai rencontré aussi un pays, pour une partie de lui-même, bien sûr, dans le déni, qui ne peut pas s'imaginer accepter d'être l'agresseur. Donc, beaucoup préfèrent détourner la tête, croire la propagande officielle et expliquer que oui, il y a des événements malheureux, mais que tout cela va prendre fin un jour et que la Grande Russie triomphera du mal. Anne Le Héroux. Oui, j'entends tout à fait ce que dit votre correspondante, et n'étant pas en Russie, en plus j'aurais du mal à le commenter autrement. Je pense que c'est effectivement tout à fait exact. J'ai le souvenir dans une réunion privée, il y a au tout début de la guerre, avec une organisation des mères de soldats de Saint-Pétersbourg, ces mères de soldats qui avaient été si courageuses justement au cours notamment de la première guerre de Tchétchénie pour aller rechercher les soldats qui continuent à se battre pour les droits des conscrits, qui disait mais aidez-nous à faire en sorte que les mères nous croient. Les mères ne nous croient pas. Elles croient que les mères des soldats qui sont en train de mourir en Ukraine, les soldats russes bien sûr, elles croient que c'est l'Ukraine et l'Occident qui a coupé les communications et que c'est pour ça qu'elles n'ont pas de nouvelles de leur fils. Alors depuis, il y a eu quelques tentatives quand même de sortie dans la rue. Il y a des mères qui sont allées avec des photos, avec des portraits de leurs fils sur les téléphones portables. Ces portraits reçus par les multiples chaînes d'information ukrainiennes, notamment sur Telegram, qui s'appelle Cherche les tiens, ou bien ce fameux cercueil de sang qui évoque les morts à la guerre, et demandant des comptes. Une sénatrice de la petite république de Sibérie, de Touva, a essayé de poser une question dans une séance du Conseil de la Fédération, l'équivalent du Sénat russe, et elle s'est fait vertement rabrouer tout de suite par le président de séance. Elle demandait juste pourquoi le commissariat militaire ne donnait pas de nouvelles sur les pertes russes. Alors, on ignore précisément combien de soldats russes ont été tués depuis le début de cette guerre. On sait combien il faut se méfier de toute façon des bilans donnés en temps de guerre. Néanmoins, Anne Le Héroux, on a beaucoup évoqué depuis le début les retours des cercueils d'Afghanistan en 89, et dit pour certains justement que la mort de soldats russes peut-être pourrait faire réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense qu'on est dans une situation... Bien sûr que c'est une donnée
très importante, mais que aujourd'hui, je dirais, le contexte est à l'inverse exact de ce qu'il était à l'époque de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les cercueils de zinc, le retour des soldats morts d'Afghanistan se produit justement, enfin, et même presque une des données qui provoque, ou en tout cas qui fait se développer aussi l'ouverture du débat public à l'époque de la perestroïka, et qui fait que la société entière s'en empare, que sous aussi quasiment l'injonction et en tout cas la volonté des élites de provoquer ce débat, que ce soit sur le présent de l'Afghanistan ou sur le passé soviétique. Et donc on a effectivement à cette époque-là le sentiment, je dirais, que une émission de télévision qui va traiter d'un sujet de société ou politique extrêmement brûlant va pouvoir déboucher sur une décision politique, sur une nouvelle loi, sur une décision économique. Alors que là, on est vraiment dans une logique complètement inverse, de verrouillage total, justement, et du système politique, et de l'espace public, et de la société civile, et de l'information. Et donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un nombre de morts extrêmement important, qui ne soit pas caché. Hier, il y a eu cette dépêche qui a été tout de suite enlevée sur la Komsomolskaya Pravda, qui annonçait 10 000 morts, c'est-à-dire qui reprenait à peu près les chiffres donnés par les Américains. Les Ukrainiens donnent un chiffre encore plus élevé, et 16 000 blessés. C'est un chiffre absolument considérable pour 3 semaines de guerre. C'est pas sûr que ce chiffre soit vrai, mais en tout cas, il est extrêmement, il n'a absolument rien à voir avec les quelques centaines qui sont avouées par le ministère de la Défense. Et cette dépêche a été immédiatement enlevée. Donc, on ne sait pas si c'est un fake, si c'est un hacker qui a réussi, si c'est quelqu'un à l'intérieur du ministère qui a essayé de publier une information. C'est pas la première fois qu'il y a des tentatives de briser le mur du silence comme ça autour de cette question des soldats. Il y a en plus la campagne de conscription de printemps qui arrive là début avril, avec donc plein de jeunes Russes qui reçoivent leur convocation au commissariat militaire pour partir. Et donc la situation risque de se tendre encore, et la répression autour de ces nouvelles sur l'armée et sur les morts russes risque d'être encore plus forte. Quel est justement le rapport de la population russe à l'armée aujourd'hui ? Ou dans la période récente, en tout cas, comment celui-ci a évolué peut-être ? Alors, il a beaucoup évolué, évidemment, entre les années 90, la fin justement de la période soviétique, le retrait d'Afghanistan, qui était quand même la reconnaissance d'une défaite, d'une certaine façon, de l'armée russe, puis la déliquescence abondamment commentée au début des années 90, l'hémorragie des effectifs, l'absence totale de financement de cette armée, et donc le sentiment de cette armée en haillons, comme on pouvait le dire à l'époque. Et puis la première guerre de Tchétchénie, qui est quand même considérée comme étant à moitié perdue par l'armée russe, qui quand même en 96 est obligée de signer un cessez-le-feu avec les combattants tchétchènes. Et donc en 99, lorsque la deuxième guerre de Tchétchénie, je dirais, reprend et est totalement indissociable de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, on a tout de suite une volonté de redonner à l'armée vraiment un sentiment de puissance. Avant même, je dirais, est-ce qu'on n'est pas encore en 99 dans la période de renaissance économique de la Russie, dans cette période où du coup il va y avoir beaucoup d'argent pour l'armée, beaucoup d'argent pour la modernisation des armes, où la Russie va redevenir une très grande exportatrice d'armement. Notre collègue Isabelle Facon a, ceci dit, publié récemment aussi un article qui montre que cette vision était peut-être un peu exagérée et fantasmée, et que tout le monde est aussi un petit peu marché dans le discours russe. Mais enfin, le fait est que l'armée d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle du début des années 90. Ça, je pense que tout le monde pourrait le dire. Et dès les premiers jours, les premières semaines de la deuxième guerre de Tchétchénie, on va voir des personnalités qui avaient pourtant critiqué la première guerre, ou qui étaient considérées comme libérales, comme Anatoly Choubaïs, dire « En Tchétchénie, l'armée russe renaît ». Donc je pense que ces termes-là qui ont été prononcés publiquement, ils illustrent bien, je pense qu'ils dessinent un cadre dans lequel, je dirais, le pouvoir russe a ensuite eu de cesse que de faire effectivement renaître cette armée de ses cendres, y parvenir sur le plan, je pense, technique, des effectifs, etc. Pas forcément sur le plan opérationnel, comme on voit qu'il y a quand même à la fois des grandes capacités, mais aussi des échecs assez forts, des difficultés sur le terrain assez
assez clairement, et puis des difficultés très matérielles, le fait que voilà, les petits conscrits continuent à manifestement pas être bien équipés, pas être bien nourris, errer dans des campagnes d'Ukraine, parfois cherchant à se rendre et se faisant prendre prisonniers, effectivement. Donc voilà, pas forcément cette force. Par contre, dans les discours, dans les sondages et dans l'entreprise patriotique qu'a lancé le pouvoir russe à partir surtout du milieu des années 2000, il y a bien sûr évidemment une mise en valeur de l'armée, une mise en valeur du patriotisme militaire, avec à la fois les programmes dans les écoles, la réhabilitation des écoles de cadets, les camps de vacances militaro-patriotiques qui sont malgré tout souvent aussi destinés aux couches les moins favorisées de la société, aux orphelins. Voilà, mais il y a effectivement, alors les derniers sondages qui ne valent que ce qu'ils valent évidemment, montrent effectivement une 84% de confiance de la population russe dans son armée. Archive du journal de 20h de France 2, c'était le 25 septembre 1999. Les réservoirs de pétrole est la seule raffinerie de la République indépendantiste en feu depuis la nuit dernière. La Tchétchénie est touchée au cœur et au portefeuille car c'était sa seule vraie source de revenus officiels. 2 jours de raid aérien, la télévision locale détruite, le téléphone hors d'usage, les quelques avions de ligne tchétchènes bombardés au sol sur les pistes de l'aéroport de Grozny. Plus de 7000 personnes tentent de fuir par tous les moyens, malgré les frontières fermées et le blocus de l'armée russe, qui a déployé 30 000 hommes autour de la République rebelle. On ne sait pas où aller, je ne sais pas moi-même où je vais, je veux juste m'enfuir. Évidemment, situation différente, Anne Le Héroux, moment différent, endroit différent, mais vous en avez parlé de cette guerre de Tchétchénie et vous avez beaucoup travaillé dessus et sur justement ce qu'elle a fait à la société russe. Donc, quelle trace cette guerre a pu laisser? Et effectivement, vous l'avez dit, il faut rappeler, il faut avoir en tête que Vladimir Poutine est devenu président quelques mois plus tard, dans la foulée vraiment de ces événements. Oui, il est nommé Premier ministre quelques jours ou quelques semaines avant le déclenchement en fait président après. Et président, voilà, il devient président par intérim quand Boris Yeltsin démissionne le 31 décembre 99, et puis ensuite il est élu officiellement quelques mois plus tard en effet, et il va passer le 1er janvier la nuit du réveillon de l'an 2000 avec les soldats russes sur une base militaire en leur offrant à tous des couteaux de l'armée. Donc toute cette symbolique autour de l'armée, de la force, voilà, elle est vraiment en place dès les premiers jours, et puis avec ces fameux discours de tout début septembre qui fait suite aussi à ces terribles attentats qui détruisent plusieurs immeubles à Moscou et dans d'autres villes, dans lesquels il va dire on ira poursuivre les terroristes où qu'ils se trouvent, et s'il faut les poursuivre jusque dans les chiottes, on les poursuivra jusque dans les chiottes. Voilà, je cite. Donc on pourrait se dire aujourd'hui, c'est pas comme si ces choses-là n'avaient pas existé déjà, et c'est pas comme si et donc c'est vrai que cette guerre, elle a été documentée, elle a été moins documentée, plus difficilement documentée que la première, parce que, donc 94-96, parce que les journalistes n'avaient plus accès au territoire, officiellement en tout cas, que encadrés par le système d'information de l'armée russe qui délivrait les accréditations. Donc heureusement que certains, et surtout certaines d'ailleurs femmes journalistes, s'y rendaient quasiment clandestinement pour être moins contrôlées aux checkpoints. Mais cette guerre a été encore plus meurtrière que la première. D'abord, elle a duré beaucoup plus longtemps, et puis il y a vraiment ce déchaînement de violence, à la fois par les bombardements. On peut rappeler le bombardement de Grozny sur le marché le 21 octobre 99, par exemple, cet ultimatum, le 6 décembre aussi donné, auquel je pensais il y a 2 jours avec l'ultimatum à Mariupol, évidemment, disant à la population que tous ceux qui n'auraient pas quitté la ville avant le lendemain seraient considérés comme des terroristes et seraient abattus. Donc, je dirais, il y a des cadres de pratiques, de comportement, effectivement, et de discours aussi qui peuvent, évidemment, qui frappent l'esprit, me semble-t-il. Et l'opinion, alors dans cette deuxième guerre de Tchétchénie, justement, avait été, alors je dirais, là aussi, très préparée. C'est-à-dire que la mise en place, quand même, d'une information très unidirectionnelle, qui n'était pas du tout le cas pendant la Première Guerre, où on avait un pluralisme des médias qui était réel, est quand même mise en place dès le début, sauf qu'il y a Novaya Gazeta avec Anna Politkovskaya, il y a André Babitsky, il y a quand même un certain nombre
de journalistes, y compris de journalistes russes, qui couvrent très, très courageusement cette guerre. Mais il y a quand même déjà ce sentiment de huis clos qui domine et voilà, et qui n'a fait que se renforcer depuis. Au fur et à mesure, d'autres épisodes aussi d'intervention de la Russie. Je pense notamment à la guerre de 2008, évidemment, en Géorgie. Je pense aussi à la participation de la Russie, évidemment, à la guerre en Syrie, et notamment les bombardements sur Alep, et où là, justement, je dirais, les quelques personnes notamment les défenseurs des droits de l'homme, je pense à l'association Mémorial ou à d'autres qui travaillent sur ces conflits, qui ont malgré tout essayé qui sont allés au Liban pour interviewer des réfugiés, produire un rapport pour établir la responsabilité de forces russes, notamment ces fameuses forces privées qui soi-disant n'existent pas mais existent quand même, la fameuse société Wagner, dont on parle évidemment beaucoup ces derniers mois, ont essayé de même faire un procès dans un cas très précis où le soldat de Wagner était tout à fait identifiable. Tout ça a été refusé par la justice russe, bien évidemment. Et donc, on observe aussi, je dirais, un très grand désintérêt, effectivement, de l'opinion publique pour ces questions de guerre et d'engagement de la Russie en dehors de ses frontières. France Culture, La Grande Table, Chloé Cambrelin. Il est 13h16, nous sommes toujours en compagnie de la sociologue Anne Le Huérou, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie contemporaine. Il y a la répression de plus en plus terrible avec des milliers de personnes arrêtées en Russie depuis le début de cette guerre. Anne Le Huérou, répression de toute forme de protestation, d'opposition qui existait déjà bien sûr. Mais il y a aussi ce travail de longue haleine de réécriture de l'histoire ou à minima de maîtrise du récit national opéré par Poutine depuis des années. Et peut-être est-il important de revenir sur ce point et sur les effets que cela peut avoir sur la société russe. Et peut-être, c'est une question sur cette volonté dont nous parlions au début pour une partie de cette société russe de ne pas vouloir savoir. Oui, alors effectivement, là, je crois qu'il y a deux choses. En effet, il y a la volonté des autorités russes, et notamment par le truchement d'un certain nombre de clubs de réflexion, par le truchement d'un certain nombre de personnalités. Je pense notamment à Medinsky, ancien ministre de la Culture, président de la Société d'histoire militaire, et aujourd'hui, très curieusement, membre de l'équipe de négociation avec dans cette guerre en Ukraine avec la partie ukrainienne, qui, effectivement, n'a eu de cesse depuis des années de pourfendre une écriture de l'histoire qui serait due à la mauvaise influence de l'Occident et de rétablir une sorte de soi-disant vérité historique qui en fait est très largement construite autour de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire, la grande guerre patriotique et cette victoire. Donc on voit les défilés de ce fameux régiment immortel qui était au début une initiative, je dirais, d'en bas, prise par un journaliste qui a été complètement récupéré par le pouvoir. Ces fameux rubans de Saint-Georges, orange et noir aussi, qu'on voit fleurir sur tous les murs de Russie ces dernières semaines, d'après ce que je peux voir dans les images, avec cette fameuse lettre Z là, qui est curieusement apparue pour nommer cette opération. Donc c'est aussi, bien sûr, évidemment, ça passe aussi par les manuels d'histoire, ça passe aussi par la répression de tous ceux, des quelques-uns qui essayent d'avoir une voix différente. Et ça, qu'est-ce que ça fait, justement, quand c'est en travail Alors, depuis des années ? Alors, c'est difficile. Voilà, je pense que si vous voulez, les 145, il y a 145 millions de personnes en Russie. On ne peut pas dire qu'il y a 145 millions de personnes qui, ou même en comptant que les adultes, qui s'intéressent de près forcément à l'histoire ou qui vont lire les publications de la Société d'histoire militaire de M. Medinsky. Mais c'est la manière dont c'est relayé, en fait, dont ça redescend, je dirais, dans les émissions de grand public, comme celle des grands shows télévisés sur NTV, et dans la manière dont, surtout, je dirais, le pouvoir accuse ceux qui présentent
une autre vision de l'histoire. Et là, je pense notamment, évidemment, à l'association Mémorial, à ce qui est arrivé à l'historien Yuri Dmitriev, qui a été condamné à des années de prison en Carélie, et puis à la liquidation pure et simple, aujourd'hui, qui a été... Mémorial International, c'était en décembre, effectivement. Et on peut rappeler, donc, Mémorial avait été créé il y a 30 ans, a réalisé un immense travail de mémoire des crimes soviétiques, un travail d'archives, de documentation véritablement, et que donc Mémorial International ainsi que le Centre des droits humains qui étaient liés ont été interdits, supprimés en Russie au mois de décembre. Et justement, Anne Le Huérou, à ce moment-là, beaucoup parmi les historiens, pour certains membres de Mémorial France, comme Nicolas Werth, avaient alerté sur ce point. Et même d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, avait cité Marc Bloch dans son communiqué de réaction en disant « L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé ». Absolument. Je ne peux que partager les propos de notre collègue Nicolas Werth et ceux du ministre Le Drian, effectivement, qui s'est beaucoup impliqué dans la défense de Mémorial, et c'est tout à son honneur. Mais en effet, comment vous dire, je crois d'ailleurs que une personne de Mémorial côté Centre des droits de l'homme disait il y a quelques jours que si le Centre des droits humains avait été créé pour s'occuper de ce qui allait se passer dans le présent aussi. Ouais. C'était aussi pour ne pas justement oublier le passé, et parce que de toute façon, il y avait les deux étaient absolument indissociables. En fait, le travail sur le présent ne pouvait pas exister sans ce travail évidemment d'histoire, de réflexion. Et je voudrais rajouter là-dessus que je suis assez frappée, parce qu'on parlait à l'instant de la perestroïka et justement de la différence fondamentale entre le contexte actuel et le contexte d'alors, et de ce que je peux entendre ces dernières semaines ou ces derniers jours de la part d'un certain nombre d'intellectuels russes. Alors certains ont déjà quitté la Russie, d'autres n'ont pas encore quitté la Russie, mais continuent à s'exprimer justement sur Telegram. Alors parfois encore sur Facebook, parce que, alors on verra ce qui se passe avec la décision d'hier, mais avec la possession de ces fameux VPN, ces petits outils qui vous permettent de vous identifier comme étant dans un autre pays et donc de pouvoir contourner la censure, continuent s'expriment aujourd'hui sur finalement qu'est-ce que nous, intellectuels, qu'est-ce que nous qui avions qui aurions dû avoir une conscience de ce qui était en train de se passer, n'avons pas vu ou n'avons pas voulu voir de ce qui était en train de se passer, y compris depuis le début de l'ère Poutine, et donc avec cette guerre en Tchétchénie, qui n'avons pas voulu réfléchir à ce qui s'était passé en Géorgie, qui n'avons pas voulu réfléchir aux discriminations que subissent les travailleurs migrants en Russie, et donc quelle est notre responsabilité collective, et donc ça, il y a quelques voix fortes qui s'expriment. Pour certains, ces personnes sont parties, donc sont en train de constituer une nouvelle émigration. On a parfois l'impression de voir en quelques semaines, je dirais, se dessiner devant nous une émigration quasiment du même, peut-être pas en nombre, mais en tout cas de la même nature que celle qui s'est passée au début des années 20, après la révolution d'octobre. Mais ça, justement, qu'est-ce que ça fait, Anne Le Huérou, aussi? Parce qu'on ne parle pas de millions de personnes, effectivement, pour le moment, mais on sait que oui, il y a des Russes qui quittent la Russie, que ce sont alors soit des gens qui ont un double passeport, qui ont les moyens, mais ce sont beaucoup des intellectuels, des chercheurs, des artistes. Qu'est-ce que ça fait, ça aussi, tous ces départs, à la société russe et à la possibilité d'une société civile? Alors, bien évidemment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans la catastrophe. On est d'accord. On compte aujourd'hui à peu près entre 100 et 200 000 personnes qui seraient déjà parties. Donc, il y a tous ceux qui essayent d'obtenir des visas, notamment des visas pour l'espace Schengen. Mais c'est pas facile, d'autant plus que les 2 années de Covid et avec les impossibilités de voyager, avec les histoires de vaccins, faisaient que beaucoup de gens qui avaient l'habitude d'aller en Europe n'y allaient plus parce qu'ils n'avaient plus de visa. Et donc, il faut refaire tout ce processus. Et surtout parce que les gens sont en fait partis dans les pays où on n'a pas besoin de visa quand on vient de Russie. Donc c'est la Géorgie, l'Arménie, la Serbie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, pourtant pays jusqu'à il y a peu réputés pour leur caractère démocratique, qui sont aujourd'hui finalement des abris pour un certain nombre de Russes. C'est les pays baltes pour ceux qui peuvent aller effectivement en Europe et qui, pour l'instant sont un petit peu autour en attendant. Beaucoup, ceux qui peuvent partir en Israël aussi, certains sont en Israël. Donc tous ces pays où on n'a pas besoin de visa pour se
se rendre depuis la Russie et attendre un petit peu de savoir ce qui va se passer. Mais le risque est bien évidemment, et on le voit tout de suite, ce risque il est double à mon avis, hein, c'est que d'une part il est en train enfin il est même triple je dirais, parce qu'il est en train de créer un fossé à l'intérieur de cette classe justement intellectuelle de la société civile entre ceux qui partent et ceux qui veulent rester. Ceux qui veulent rester notamment, moi j'ai reçu des mots très forts d'amis et de collègues qui me disent non, aujourd'hui c'est les Ukrainiens qui ont besoin d'être aidés, on ne va pas prendre leur place, il n'est pas question. Ou bien on va en prendre pour... pendant 50 ans, de toute façon, le monde entier va nous détester comme les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Donc un sentiment terrible. Je n'ai jamais, peut-être depuis le milieu des années 90 et la première guerre de Tchétchénie, jamais entendu autant le mot on a honte, j'ai honte de ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est ce premier clivage. Et ceux qui restent disent, bah oui, mais nous, il faut qu'on reste parce qu'il faut quand même qu'il y en ait qui restent pour assurer un minimum de résistance. Sinon, il n'y aura plus personne. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième, c'est celui, effectivement, de vider la Russie de tous ces éléments un peu conscients de la société civile. Et le troisième risque, bien sûr, c'est du coup, renforcer dans le reste de la population qui déjà, effectivement, souvent ne veut pas savoir, ce sentiment de forteresse assiégée, y compris par rapport aux sanctions, par exemple, qui justement viendraient encore justifier encore plus le discours du pouvoir, voire confère le fameux discours de Vladimir Poutine d'il y a quelques jours, dans lequel il parle de purifier la société russe. Finalement, il fait en quelque sorte un peu commenter ce qui est en train de se passer, puisque tous ceux qui sont partis, de toute façon, c'est des traîtres, c'est ceux qu'on écrase comme des moucherons. Voilà. Et dans ce discours, il a aussi parlé effectivement des effets des sanctions quand même, en disant bon, on va augmenter les salaires minimums et les minima sociaux, etc. Ça, évidemment, c'est la question. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais de toute façon, on n'a pas la réponse. Donc, c'est la grande question. Quand on a d'un côté ces sanctions qui sont quand même d'une ampleur inédite, et de l'autre côté, la désinformation, cette histoire déformée, inculquée, qu'est-ce que ça crée comme genre de cocktail ? Alors moi, je pense qu'il est... Enfin, ce ne sont que les événements qui pourront le dire, parce que je pense que tout est possible, je dirais. C'est-à-dire que on ne peut jamais préjuger de la capacité de la société à se réveiller, à se mobiliser. Je ne suis pas sûre que ça soit effectivement en écoutant ce qu'a dit cette journaliste qui a eu le courage de sortir avec sa pancarte, ou en écoutant les exhortations de Alexeï Navalny, à condition que les Russes puissent les écouter. C'est pas non plus des millions de personnes qui sont sorties en défense de Navalny depuis 1 an et demi, de toute façon. Donc, est-ce que ça sera vraiment les atteintes, je dirais, au porte-monnaie, et voire aux grandes difficultés qu'il pourrait y avoir à se procurer des produits de première nécessité, qui feraient là plier ou sortir dans la rue la société russe, mais avec quel objectif ? Est-ce que ça serait se retourner contre... C'est pas sûr que ça soit pour demander la paix, ou que ce soit... Enfin, il peut y avoir... De toute façon, on peut être dans des malentendus absolument fondamentaux, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs beaucoup du côté de la société civile ukrainienne et de la société ukrainienne, et de toute la société ukrainienne, parce qu'elle est très mobilisée de manière unanime en ce moment sur le fait de dire que et c'est d'ailleurs assez terrible à entendre, que à l'exception de quelques-uns, il y aurait rien à attendre de la société russe, on ne rend pas la vue à un aveugle, et que quelque part c'est trop tard pour la société russe de se réveiller, et parce qu'effectivement aujourd'hui les conditions de la répression, je dirais, rendent encore plus difficiles les possibilités effectivement de s'exprimer, donc comme une sorte de prophétie autoréalisatrice en quelque sorte. Et vous parlez d'Alexeï Navalny qui donc a été condamné aujourd'hui pour encore des infractions supplémentaires, et donc là on a la peine de 9 ans de prison en plus de ce à quoi il avait déjà été condamné. Merci beaucoup, merci vraiment Anne Le Héroux d'être venue dans la grande table ce midi. Je rappelle donc que vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à Paris-Nanterre. Un grand merci, et merci à Lucas Bretonnier, Laura Dutèche-Pérez et Violaine Malstaff pour la préparation de cette grande table idée, à la réalisation Thomas Beau, à la technique d'Alia.